entre nous, on est entre nous sur CFM avec Laurent Gueur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal de Saint-Lô, plus précisément maire adjoint, vice-président de Saint-Lô-Agglo. Vous êtes la figure montante du territoire saint-lois. Ça va être compliqué là, Ça va être à compliqué. assumer. Attendez, vous êtes entré au conseil municipal de Saint-Lô comme simple conseiller municipal. Voilà. Hein, bon. Ensuite, vous êtes devenu maire adjoint de Saint-Lô en charge du tourisme, du numérique et des associations. Et puis, vous avez créé la surprise début janvier, lors du renouvellement du bureau de Saint-Lô-Agglo. Vous êtes devenu vice-président de Saint-Lô-Agglo. Alors, surprise, je sais pas forcément. J'étais quand même dans les lieux et je connaissais bien la boutique. Donc, Oui, mais vous avez mis dehors le sortant, Daniel Jorret, le maire de Baudre. je me suis proposé, voilà, et les élus m'ont fait confiance. Donc, c'est une grande marque de confiance, voilà, d'accéder au moins à ce poste-là sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur, le tourisme. Qu'est-ce qui explique comme ça que très rapidement, en quelques mois, voilà, vous gagnez la confiance des responsables du territoire? C'est pas moi forcément de le dire, mais je demande un petit exercice quand même. après voilà, je pense que j'ai toujours été présent. C'est peut-être aussi voilà, je me suis fortement investi. Oui, c'est l'engagement qui est récompensé. Je pense voilà, Ouais. tout ce qui était tourisme, il y a beaucoup de choses à faire, je trouve. C'est un secteur aussi qui doit être développé. Et puis moi, je reste persuadé qu'il y a un gros potentiel voilà, sur l'agglo en général, sur ce tourisme-là. On souffre un petit peu d'un complexe d'infériorité par rapport à la zone littorale, ou alors avec des exemples comme le Mont-Saint-Michel ou les plages du débarquement. Saint-Lô, c'est une destination touristique et je ferai tout pour le montrer. Oui, alors effectivement, le département draine pas mal de touristes, avec effectivement des lieux forts, le Mont-Saint-Michel, les plages de débarquement un peu plus loin, Cherbourg, Sainte-Mère-Église. Et puis c'est vrai que Saint-Lô a du mal à capter ce flux de touristes. Comment on peut faire? Déjà, voilà, on part un petit peu de façon modeste, mais quand même volontariste. Je pense qu'on est une étape, voilà, pour un séjour normand. Je pense qu'il y a moyen de passer 2-3 jours à Saint-Lô, parce que aussi c'est déjà pratique. Hein, on peut naviguer On peut dans tout le rayonner, ouais. département. Et puis aussi, on a quand même quelques pépites à valoriser. Et c'était notamment tout ce qui est on va appeler ça le tourisme vert, mais je pense qu'on a quand même un cadre qui permet voilà, de se poser un petit peu et puis de profiter de la nature. Alors comment on explique que Saint-Lô, le territoire saint-lois, soit resté à l'écart de ces autoroutes touristiques depuis si longtemps? Je sais pas forcément, je pense pas que c'est à cause du train, parce que il y aurait un long débat à faire là-dessus, mais je pense que on est assez modeste. C'est un petit peu le caractère normand, hein. On n'aime pas trop montrer toutes nos richesses. Et puis il faut prendre conscience voilà, qu'on a des atouts, et il faut un petit peu structurer aussi toute l'offre touristique. Sur quoi vous allez travailler dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, ou sur quoi vous avez déjà travaillé pour attirer davantage de touristes à Saint-Lô? Alors on a établi voilà, l'agglomération, un schéma directeur, on va appeler ça comme ça. Et puis on a dégagé 2-3 axes voilà, pour développer le tourisme. Le premier c'est le cheval aussi, hein. Saint-Lô, ville du cheval quand même, ça se dit pas assez. On a quand même voilà, le haras national, c'est le titre, hein, il est toujours national, mais on a pris voilà, en début d'année une nouvelle configuration de ce polypic-là, avec la ville, l'agglo, le département, la région. Oui, je rappelle que le haras national qui appartenait à l'État a été vendu, et ce sont ces 4 collectivités locales, région, agglo, département et ville, qui ont mis chacune au pot pour acheter le haras national. Voilà, on a racheté le haras. C'est un outil maintenant qui est aux mains des collectivités. Charge à nous de le faire vivre, à la fois les parties historiques, hein, le bâtiment, le haras national. Je vous invite tous à franchir les grilles. Et puis c'est aussi un lieu vraiment vivant, avec la filière équine, des compétitions tous les week-ends, hein. Alors, vous l'avez dit, vous invitez les gens à franchir les grilles. C'est vrai qu'on a un joyau à Saint-Lô, c'est ce haras national, mais on ne sait jamais si on peut entrer ou pas. C'est pas franchement raccordé au centre-ville, il n'y a pas vraiment de place de stationnement, c'est fermé les grilles. Alors, Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on a le droit d'y aller? oui, non, normalement on va pas vous jeter dehors. Voilà, les grilles du haras national sont ouvertes, hein. Il y a beaucoup maintenant de joggeurs qui passent le dimanche à traverser la cour du haras. Et puis, Et on peut venir jouer au foot sur les pelouses? Non, parce que justement, bon. C'est quand même un jardin public, voilà, on D'accord. essaye d'entretenir. Mais par contre, rien n'interdit voilà, d'y passer, de profiter voilà, de ce cadre-là. Et puis en termes quand même voilà, de haras, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui a un haras
en plein cœur de centre-ville quand même. D'habitude, c'est vraiment dans la campagne. Là, il y a le bus qui passe devant. Comment vous allez faire pour valoriser cet investissement? Ça a coûté 1 million d'euros, c'est ça, l'achat, un peu plus? Un peu plus, je Ouais. crois. Et puis il y a des charges Et d'exploitation des charges de annuelles fonctionnement, qui voilà. sont, alors je sais plus, À peu près la même chose. ouais, 900 millions d'euros par an, c'est ça, non? Quelque chose comme ça. Voilà, Co- divisé. Ouais. Comment vous allez faire? Il va falloir faire rentrer de l'argent pour rentabiliser cet investissement. Comment vous allez faire? Quel est le projet Alors, au Haras National? Est-ce que ça doit rester un lieu de promenade ou est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer? là-dessus, c'est déjà quand même rentable, hein, avec toutes les compétitions qui s'y passent. Voilà, il y a un modèle économique qui est trouvé. Mais il faut le renforcer et puis il faut en faire un lieu vraiment ouvert à tout. Il va y avoir un salon du patrimoine qui va être tenu le 8 juillet, je crois, dans ce week-end-là. Ce sera quoi? Salon du patrimoine, donc. Normand, voilà, Ouais. c'est une initiative du département de faire un salon ouvert, voilà, à tous les métiers du patrimoine. Ça se présentera comment? C'est-à-dire que dans les bâtiments du Haras, il y aura plusieurs métiers qui seront représentés et qui Exactement. présenteront leur savoir-faire, Tous les métiers, puis aussi la fondation du patrimoine, ces choses-là pour valoriser le patrimoine de la Manche. Et puis voilà, il faut en faire un peu de l'événementiel, un peu du sportif, un peu du culturel, un peu du touristique. C'est un lieu pour moi qui est vraiment multi-activité, on dirait ça, presque une salle des fêtes à ciel ouvert. Oui, la vision, c'est ça. La vision, c'est d'en faire un lieu, un écrin ouvert à tout type d'événements. Voilà, Ouais. moi je pense que là, il y a vraiment des choses, quand je dis c'est vraiment une pépite, il faut vraiment pousser la communication là-dessus. Et puis même, voilà, en termes national, d'avoir un lieu attaché au cheval, dans la Normandie, il y a le Haras du Pin, mais il y a aussi le Haras de Saint-Lô. Alors le Haras du Pin a fait le choix de transformer une partie de son parc en parc de loisirs, parc d'attractions. C'est un bon choix selon vous? Le Haras du Pin, il faut vraiment s'y déplacer. Ouais. Voilà, mais nous, voilà, on a quand même un haras associé toujours pareil, à la ville de Saint-Lô et puis à tout ce qui se passe tout autour. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Une dernière chose avant de passer aux associations qui est votre autre portefeuille. Comment donner aux Saint-Lois l'envie de se saisir de leur haras national? Parce que c'est vrai qu'il est un petit peu excentré par rapport au centre-ville et puis on n'a pas l'habitude d'y aller. Dès qu'il y a des manifestations, je vous conseille d'y aller. Voilà, je pense que ce week-end, là, par exemple, il y a un salon des étalons. Venez voir ce que c'est vraiment, voilà, le cheval. Il n'y a pas de choses vraiment élitistes. Je pense qu'il y a beaucoup de manifestations qui sont vraiment grand public. Le horseball dégage, voilà, une atmosphère un petit peu d'ambiance de foot. Je trouve que c'est quand même bien de découvrir ça chez nous. Donc regardez la programmation, venez, voilà, à des grands manifestations comme le NHS ou le Grand Prix d'Automne. On a reçu justement Jean-Claude Heurtaud le week-end dernier, qui a été sacré meilleur organisateur de concours. Oui, parce que c'est lui qui était le grand maître du Normandie Horse Show. Ouais. Voilà, c'est quand même vraiment une marque de reconnaissance nationale. Il se passe vraiment des choses de vraiment bonne qualité. Les associations, c'est un autre de vos dossiers sur le territoire saint-lois. Les associations, elles sont confrontées à des missions qui augmentent pour certaines d'entre elles et à des ressources qui diminuent. Le département de la Manche a annoncé que, alors, au global, il diminuait de 10% ses dotations, ses subventions aux associations. La ville de Saint-Lô, l'agglo de Saint-Lô, va être contrainte de suivre le même mouvement de diminution des subventions pour les associations? Alors, c'est deux logiques différentes. Voilà, je pense qu'il y a eu un coup dur annoncé par le département qui veut se recentrer. Je pense notamment à tout ce qui est le monde sportif. Donc là, l'agglomération qui a la compétence du sport va devoir étudier les cas pour éviter, c'est surtout de mettre en difficulté les clubs. Donc on va être vigilant là-dessus. Vous allez compenser? Non, c'est du cas par cas. Il faut regarder. C'est vrai que quand les clubs ou les associations emploient du personnel, voilà, faut vraiment être vigilant là-dessus. Puis la ville de Saint-Lô a une petite particularité, c'est qu'elle a vraiment un tissu associatif très très riche. On parle à peu près de 250 associations. Par rapport à d'autres villes de cette taille-là, faut vraiment le souligner. Et les personnes qui arrivent, voilà, à Saint-Lô ou qui découvrent disent, voilà, il y a toujours quelque chose à faire avec les associations, que ce soit culturelles, sportives, humanitaires.
Mais aujourd'hui, elles vous disent quoi, les associations? Elles vous disent aidez-nous, on a de moins en moins d'argent, ou maintenez au moins les subventions, augmentez-les s'il vous plaît. Quel est le climat? Je pense que c'est. Alors, le terme financier, c'est vraiment aussi, c'est le nerf de la guerre, mais je pense que c'est vraiment la mobilisation des bénévoles et des adhérents qui se fait sentir. C'est-à-dire qu'on voit des associations qui se recherchent des personnes qui doivent s'engager dans les bureaux, dans la présidence, le trésorier ou ces choses-là. C'est plus l'engagement C'est individuel. vraiment l'engagement qui fait un petit peu défaut, mais ça, c'est le contexte national. Il faut retrouver des gens qui puissent porter les associations. Et les gens ont maintenant peut-être plus un petit peu cette génération zapping où je participe aux activités, c'est bien, mais je ne veux pas forcément m'engager dans... Oui, je consomme, mais je ne m'engage pas. Voilà, et c'est vraiment le message, il faut prendre plaisir aussi à s'engager dans les associations. Alors, les associations à Saint-Lô auront une nouvelle maison des associations. Vous avez annoncé que ce serait pour janvier 2018, dans un an. Cette maison des associations quittera le lieu actuel pour s'installer dans l'ancienne école Calmette et Guérin. Les délais seront tenus? Alors les délais sont tenus, c'est-à-dire que quand on annonce des dates, on a des calendriers, c'est tenable. C'est un défi, mais à un moment donné, aussi, moi je pense qu'il faut se donner des dates, des ambitions pour pouvoir les tenir. Sinon, si c'est pour dire je ferai une nouvelle structure dans 3-4 ans, c'est des délais qui sont assez lâches. Donc il faut vraiment avoir des dates moteurs. Et puis les équipes sont engagées. J'ai une réunion mercredi. On va avoir des réunions d'information. Enfin, c'est bien aussi que ça bouillonne. Moi, j'aime bien. Ça oblige à l'action de poser une date. Voilà. Bon, alors à propos de date et de retard, on va parler de numérique, du déploiement de la fibre optique du très haut débit Internet pour tout le monde sur le territoire de la Manche par la fibre optique, puisque en tant que conseiller communautaire, vous siégez au conseil syndical de Manche Numérique, qui est le syndicat mixte qui réunit toutes les collectivités locales du territoire pour déployer la fibre optique sur tout le territoire de la Manche et amener le très haut débit Internet à chacun des foyers manchots. Voilà. Alors il y a un retard, on le sait, il y a un retard de 1 à 2 ans. Là, le challenge, c'est de livrer 69 000 prises très haut débit Internet au 1er janvier 2018. Est-ce que le délai sera tenu? Alors après, ça c'est un objectif aussi départemental. On a des petites spécificités à Saint-Lô puisqu'on était en avance. La Manche souffre parce qu'elle est trop en avance. C'est presque ça qui est assez contradictoire, au sens où le déploiement de la fibre sur Saint-Lô était engagé vraiment dans des phases vraiment expérimentales. C'est quand même pas banal aussi, Manche Numérique. C'est la collectivité qui se saisit du déploiement de la fibre. Normalement, c'est plutôt des opérateurs qui déploient leur fibre en concurrence avec d'autres. On n'a pas le choix. Dans la Manche, dans un territoire rural, les grands opérateurs, ça ne les intéresse pas de venir. Eh ben oui, voilà. Donc c'est pour ça que c'est quand même une belle initiative et c'est une mobilisation de l'argent des collectivités. Et puis on essuie un petit peu ces plâtres-là, mais on a toujours des perspectives de couvrir tout le territoire. C'est quand même un objectif noble de se saisir de ce challenge. Mais là, sur cet objectif de 69 000 prises, qui est important, parce qu'on le sait, si ce n'est pas livré, ça peut obérer certains financements plus tard. Le président du département a fixé à chacun des membres du conseil syndical de Manche Numérique de regarder de près ce qui se fait avec un agenda, avec des cartes, etc. Vous êtes dedans moi, je suis dedans pour la ville, vraiment aussi la ville de Saint-Lô, où on a eu des délégations de services publics. Il a fallu unifier tout ça, ça a pris du temps. On était plus ou moins arrivé même à une situation de contentieux avec une filiale de SFR dans un contexte de rachat. On a repris les choses en main. Oui, ça c'est pour la ville, mais pour le déploiement qui est en cours. Là, vous suivez le dossier, on sait si on va tenir les délais pour ce... Pour l'instant, oui. Il y a certains objectifs de couverture qui vont être tenus. Il y a tout ce qui est la phase aussi de plan d'études qui va être faite. Et puis on a aussi maintenant une obligation, c'est de couvrir les zones arrières de points de mutualisation. C'est un terme assez barbare, mais qui veut dire globalement que quand on apporte la fibre à un immeuble, à un bâtiment, on est obligé à un moment donné de desservir aussi toutes les maisons, tous les pavillons qui sont autour. Et ça a été changé il y a assez récemment. Et ça, faut rétablir les plans de mutualisation, des schémas. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et là il y a aussi une équipe au sein de Manche Numérique qui s'y attelle. Une dernière question sur Manche Numérique. Certains élus pointent du doigt l'opacité de l'ancienne direction. Vous le confirmez? Alors moi je suis arrivé assez récemment, mais je trouve que là il y a un virage de prix.
avec des choses qui sont très très techniques. Moi je les comprends, peut-être pas tout le monde, mais moi c'est assez passionnant. Et, Tout le monde ne comprend pas. Tous les élus ne comprennent pas ce qui se passe. Je pense pas. Moi, je suis dans l'informatique. Je comprends ce qui se dit. Voilà, les backbones ou ces choses-là. Les centraux, même téléphoniques. Voilà, c'est des choses assez compliquées. Et puis derrière, on a tout un travail de voirie parce qu'il faut passer les câbles, il faut les passer dans les voiries, il faut les passer en aérien. On peut faire. C'est-à-dire que sur un sujet aussi crucial que le déploiement de la fibre optique, vous nous dites que tous les élus ne sont pas forcément au fait du sujet, quoi. Tout le monde est conscient que c'est une priorité parce qu'à un moment donné, même en termes d'entreprise, simplement, c'est quelque chose. Quand on parle d'attractivité, voilà. Moi, quand je vais voir où aller, où acheter, voilà, j'en connais où acheter une maison, ils regardent la couverture en fibre. Ça fait partie ça fait partie d'un élément d'installation ou pas. Donc là, on est quelque chose de vraiment un facteur qu'il faut prendre en compte pour l'installation de nouveaux habitants. Une dernière chose, Laurent Anguin, on est dans une année électorale majeure, campagne électorale présidentielle. Il y a une campagne Ah bon, je ne savais pas. Cette année Ah bon Ah bah tiens, alors. Bon, vous êtes pour qui, vous êtes de quelle sensibilité quel est votre candidat? Alors moi je suis plutôt moi je suis au MoDem, donc voilà, moi je suis beaucoup ce qui se dit au niveau de. Donc vous attendez la candidature de François Bayrou? Moi j'ai signé un appel à ce qui se présente pour ses valeurs et pour ce qui le représente. Ça sera peut-être pas forcément suivi ou pas. Et s'il se présente pas, vous seriez derrière François Fillon? Je serais bien embêté, moi. D'accord. Bon, on vous invitera quand François Bayrou ce sera ou ne se sera pas déclaré. Merci Laurent Anguin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On retrouve cette interview en vidéo sur la page Facebook de la radio CFM.